État de siège, 80 jours après, le bilan reste positif, négatif ou mitigeux? En tout cas, pour moi, c'est un échec. En tout cas, quelqu'un qui est objectif et qui veut vraiment qu'on trouve la solution, c'est un échec jusqu'à preuve du contraire. Face à ce choc, quelle solution? Peut-on envisager les retours des autorités civiles? L'ordonnance du chef de l'État est-elle respectée à la lettre? Jeu de cache-cache au sein de l'Union sacrée de la nation, peut-on aujourd'hui imaginer une probable coalition entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi? Face à toutes ces questions, honorable Promesse Matoufali, député provincial du Nord Kivu, membre de l'ensemble de Moïse Katumbi de l'Issalang. Suivez l'intégralité de cette émission exclusive sur Priorité TV. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager cette vidéo. Honorable Promesse Matoufali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes député provincial, même si l'Assemblée provinciale est suspendue aujourd'hui, momentanément en raison de l'état de siège, mais il y a beaucoup de sujets d'actualité auxquels on voudrait avoir votre opinion, en tant que leader d'opinion d'abord, et élu du peuple. Il y a l'état de siège depuis le mois de mai en province du Nord Kivu, là où vous êtes élu. Quelle est votre analyse d'abord à ces jours? Bon, merci bien. Vous savez, ça fait presque 80 jours que l'état de siège a été décrété par le chef de l'État au Nord Kivu pour voir si on peut retrouver la paix d'une manière définitive. Et ces 80 jours pour nous croyons qu'il n'y a pas eu d'avancée. Plutôt, il y a eu une situation qui s'empire. Et nous l'avons dit, nous continuons à le dire, que nous ne croyons plus à cette stratégie. Nous ne croyons pas que cette stratégie va ramener la paix, mais nous croyons plutôt qu'on ne devait vraiment pas décréter l'état de siège sur toute l'étendue de la province de Nord Kivu. Vous savez, la situation de Beni, territoire et de la ville de Beni, c'est celle qui mérite vraiment une attention particulière. Et on devait concentrer tous les moyens, que ce soit financier, que ce soit les moyens humanitaires, devaient être, en tout cas les moyens humains plutôt, devaient être concentrés à Beni, territoire et en ville de Beni. Voilà pourquoi nous continuons à croire qu'il y a et ça ne va pas. Depuis que l'état de siège a été décrété, plus de 250 personnes ont été massacrées à territoire de Beni. Plus de 10 véhicules ont été incendiés et des maisons qui ont été incendiées. Il y a également des personnes qui ont été enlevées au niveau du territoire de Beni. Alors pour nous, nous croyons qu'il n'y a pas en tout cas de réponse. Voilà pourquoi nous sommes en train de sensibiliser et de montrer aux autorités, que ce soit les députés nationaux, que ce soit les sénateurs, que ce soit les ministres, surtout du Nord Kivu, qu'on doit maintenant songer à mettre l'état de siège ou à décréter l'état de siège au niveau du territoire et au niveau de la ville de Beni, pour permettre à ce que tous les moyens que nous avons, en tout cas, travaillent rien que pour restaurer la paix au niveau du territoire de Beni. Vous savez ce qui se passe à Beni, ce n'est pas à comparer à ce qui se passe à Rutshuru, à Masisi, à Walikale. Non, la situation de Beni, en tout cas, c'est une situation qui nécessite une attention particulière de toute la République. Voilà pourquoi nous sommes parmi ceux qui sont en train de croire que le fait que les gouverneurs militaires viennent d'aller à Beni et installer ce Kiji, nous croyons vraiment qu'il y aura quelque chose. Mais moi, je pense qu'au lieu de l'embrayer comme gouverneur de province, il faudra qu'on lève l'état de siège dans d'autres parties de la province pour permettre à ce que les civils s'occupent de la situation des Covid. Vous avez vu l'éruption du volcan, c'était maintenant les militaires qui s'est occupé des situations du volcan. Il est lui-même le président de la commission qui a été instituée pour suivre les conséquences du volcan. Il est lui-même gouverneur de province qui doit continuer avec le développement de la province.
il est lui-même gouverneur de province qui doit s'occuper du social, de la population, des agents de l'administration. C'est en tout cas, ça va l'embrayer. Alors pour le permettre de bien suivre la situation de Béni, on devait le laisser s'occuper rien que de la situation de Béni. En tout cas, si nous avons 10 000 militaires, doivent être déversés en territoire et en ville de Béni. Si nous avons autant de véhicules de militaires à Béni, si nous avons 5 millions de dollars à Béni, d'abord qu'on mette fin à ce carnage qui vient de faire plus de victimes, au moins 7 000 personnes qui ont été massacrées depuis 2014 et plus de 1000 personnes qui ont été enlevées jusqu'à aujourd'hui. Donc la situation, il faudra que ça puisse vraiment à préoccuper tout le monde. Nous sommes dans la sensibilisation des leaders d'opinion, des acteurs politiques et des députés, des sénateurs pour qu'on puisse mettre l'état de siège d'abord à territoire et à ville de Béni. Là, les gens vont se concentrer vraiment avec ce qui se passe à Béni. Donc nous saluons l'arrivée du gouverneur militaire à Béni, mais nous croyons qu'il sera toujours au four et au moulin parce qu'il aura des appels des gens qui veulent avoir des solutions à d'autres problèmes que sécuritaires, parce que par exemple au niveau de la ville de Butembo, nous avons un problème d'eau. Je suis obligé de saisir le gouverneur de province militaire pour qu'il trouve la solution à cela. Alors comment il va se départager? Vous-même vous voyez. Donc compte tenu de l'urgence de trouver la solution à ce qui se passe à Béni, il faudra vraiment qu'on se concentre rien que sur ce territoire et la ville de Béni, mais aussi à la province de l'Ituri où il y a le territoire d'Irum qui fait aussi rage. Alors on décrète l'état de siège dans ces deux territoires et maintenant on observe pendant un temps comment les militaires vont amener la paix. Vous voyez ce qui s'est passé à Kalunguta. Kalunguta qui n'a jamais été attaqué par les ADF, qui n'a jamais été touché, mais aujourd'hui vraiment victime. Ça veut dire qu'il y a un problème très sérieux. Voilà pourquoi nous croyons qu'il faudra qu'on se concentre d'abord sur les territoires les plus meurtriers de la province, du pays. On y met toutes nos forces, énergie, et je vous assure que la solution peut se retrouver. Honorable Matofali, à vous entendre parler, apparemment vous êtes pour le retour du gouverneur civil maintenant. Bon, je parle des autorités civiles, oui. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on revienne avec les gouverneurs civils pour qu'ils s'occupent du social, de la reconstruction, et des problèmes, des catastrophes, des problèmes sanitaires. Ça, en tout cas, ça devait préoccuper moins les gouverneurs militaires. Lui devait se préoccuper d'abord de la situation sécuritaire au niveau du territoire de Béni. Quand on aura fini la question de Béni, on peut maintenant revenir à Rutshuru parce qu'il y a aussi quand même des poches de résistance, des groupes armés et peu ailleurs. On peut revenir là-bas. D'abord, mais ce qui se passe à Béni n'est pas à comparer avec ce qui se passe dans d'autres coins. Donc, ce que moi je veux, c'est l'efficacité de l'armée. Nous ne pouvons pas donner à l'armée beaucoup de problèmes que la question sécuritaire. Voilà pourquoi moi je pense que l'état de siège doit être levé si toute l'étendue de la province et les concentrer seulement en territoire de Béni et de la ville de Béni pour suivre de près tout ce qui se passe là-bas. Parce que la situation ne fait que de s'empirer au lieu qu'il y ait amélioration. Donc pour vous, jusqu'à présent, l'état de siège c'est un échec? En tout cas pour moi c'est un échec. En tout cas, quelqu'un qui est objectif et qui veut vraiment qu'on trouve la solution, c'est un échec jusqu'à preuve du contraire. Et même au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez vu, il y a des députés qui ont montré qu'il y a des problèmes. Les villages continuent à être vidés, les gens continuent à être massacrés, les routes sont coupées aujourd'hui. Tu ne peux pas quitter Butembo pour aller à Bunia sans avoir la peur au niveau du... Donc ça, la situation ne tient pas. Voilà pourquoi nous croyons qu'il faut vraiment qu'il y ait des mesures. Et la première mesure qui peut nous amener à trouver la solution, c'est qu'on décrète l'état de siège au niveau du territoire et de la ville de Béni. En tout cas, tous les efforts à Béni, que ce soit l'argent, que ce soit les munitions, que ce soit les tenues, que ce soit la nourriture, que ce soit la prime des militaires, que ce soit tout, on se concentre d'abord à territoire de Béni, là où on est en train de dégorger, de massacrer la population comme des chèvres. En tout cas, ça,
C'est notre dernier message. Je vous dis, je suis en train de faire la sensibilisation dans ce sens pour amener les chefs de l'État à agir comme ça. Parce que si on finit avec ce qui se passe à Beni, je vous dis ailleurs, ça sera automatique. Parce que ce qui est à Beni, c'est le gros de tout ce qui se passe au niveau de la province de Nord-Kivu. Le chef de l'État pensait, et c'était dans son adresse devant la notabilité à Beni, le chef de l'État pensait qu'il y aurait des informations qui échappaient à l'autorité civile, et voilà pourquoi il avait instauré l'état de siège, imposé les militaires, donc militariser un peu la province. Vous n'êtes pas de cet avis qu'il y aurait des informations qui échapperaient à l'autorité civile et qu'aujourd'hui le gouverneur militaire est en mesure de dénicher au moins, parce qu'on parle toujours de complices, même dans l'armée. Mais quand nous disons maintenant qu'il y avait un problème, il y avait des informations qui échappaient au gouverneur civil. Aujourd'hui, nous sommes à 80 jours. Qu'est-ce qui échappait au gouverneur civil? Est-ce que les politiciens ou les gouverneurs de province civiles ou l'Assemblée provinciale, l'Assemblée provinciale a vraiment empêché l'armée de jouer son rôle? À Bunia, j'ai suivi les chefs de l'État. Le chef de l'État a dit les problèmes, j'ai compris que les problèmes étaient en sein de notre armée. D'abord, on lui a menti qu'il y avait autant de militaires alors qu'il y avait moins que ça. On parlait de 21 000 hommes. Voilà, mais alors qu'il y avait 7 000 militaires seulement. On lui disait que l'argent qui quittait Kinshasa arrivait à destination, alors que c'était faux. On lui disait qu'il y avait ceci ou cela. Mais quand il trouve que les problèmes c'est dans l'armée, est-ce qu'encore il faut responsabiliser vraiment les gouverneurs civils ou l'Assemblée provinciale? Je pense non. Aujourd'hui, nous devons être objectifs. Nous voulons la solution. Et la solution, comment est-ce que nous l'aurons? Moi, j'ai proposé ce que je peux proposer. J'ai dit, concentrons nos efforts d'abord à Beni. Par exemple, les gouverneurs militaires nous a dit qu'il a acheté des jeeps pour les opérations. Peut-être qu'il a acheté 6 jeeps. Bon, les 6 jeeps là qu'il a acheté, il va mettre où? Peut-être qu'il va mettre une jeep à Masisi, l'autre à Rutshuru, l'autre à Lubero, l'autre à Beni. Mais est-ce que ça sera efficace? Non. Mais nous disons, ce qui se passe à Beni doit attirer notre attention. Voilà pourquoi nous disons, tous nos efforts, toutes nos forces, énergie, notre effectif, l'argent que nous avons, tout ce que nous avons, concentrons ça d'abord à territoire de Beni. Comme les gouverneurs militaires viennent de s'installer à Beni, c'est une bonne chose. Mais moi je dis, ce n'est pas encore efficace parce qu'il peut y avoir un cas très spécial où on a besoin de lui à Goma. Il va quitter les opérations pour venir à Goma. Alors on doit les décharger de tous les autres aspects, que ce soit aspect social, que ce soit aspect de reconstruction, que ce soit aspect de développement, que ce soit aspect sanitaire. On laisse les civils s'occuper de ça et les militaires s'occuper des opérations. Moi, j'insiste et je continue à insister qu'il faut qu'on mette l'état de siège à territoire de Beni et à Ville. Parce que là, ça sera efficace. Si nous avons 5 000 militaires à Beni, nous avons autant de militaires, et ainsi de suite, je vous dis, vous allez voir qu'il y aura des solutions. Et ça sera facile. On dira seulement, bon, nous avons réussi à reprendre tel village, nous avons réussi à reprendre nous contrôlons telle route, ainsi de suite, ça sera très facile à faire. Donc, moi, je suis en train d'insister par rapport à l'état de siège, qu'on doit les lever au niveau de toute la province, mais les laisser à territoire et à ville de Beni, pour permettre à ce que les militaires s'occupent rien que des opérations. Ici, à Goma, on peut ramener les gouverneurs civils, l'Assemblée provinciale doit continuer à traiter d'autres questions, mais la question sécuritaire doit rester concentrée dans les affaires de l'armée. Peut-être avant de clôturer avec le sujet état de siège, honorable Promesse Matofali, aujourd'hui si on vous demandait de cerner un peu le problème qui gangrène la zone de Beni, est-ce un problème d'effectif? Est-ce un problème de moyens? Est-ce un problème de complicité comme on le dit? Pour vous, c'est quoi le problème? Parce qu'aujourd'hui, ça persiste. Vous savez le problème de la situation de Beni, le chef de l'État l'a dit, c'est clair. Il y a un problème, c'est de l'armée. Un problème d'effectif, ça c'est la première chose. Et c'est réel. Le chef de l'État l'a dit. Le chef de l'État a dit qu'il y aurait des mafias au sein de l'armée. C'est vrai.
Il peut décaisser $1 million à Kinshasa, à Beni peut-être va arriver, ça arrive à 100 000 $. C'est un problème très sérieux. Il faut qu'on puisse résoudre ça. Troisièmement, il faut une organisation de l'armée. Il y a quelqu'un qui m'a dit, en tout cas, il y a un problème même d'alimentation de nos militaires. En tout cas, ce sont des grands problèmes que nous devons, auxquels nous devons trouver des solutions. Moi, je pense que les problèmes que nous avons au niveau de Beni, nous devons d'abord renforcer l'effectif de l'armée, nous devons renforcer la logistique de l'armée, nous devons payer les primes de l'armée, donc nous devons mettre nos militaires en front dans de bonnes conditions. Et là, ils vont se battre pour l'intérêt de ces pays. Moi, je pense que c'est très important donc, pour que la situation de Beni puisse cesser, pour que la situation de Beni puisse vite trouver une solution, on doit décréter l'état de siège au niveau du territoire et de la ville de Beni. Alors, les militaires s'occupent rien que des opérations. Et ici, il y a un gouverneur civil qui continue à suivre de près d'autres situations au niveau du pays. Dernière question en rapport avec l'état de siège. Selon l'ordonnance du chef de l'État, les députés provinciaux ont été un peu relevés, s'il faut le dire, si vous me faites passer le terme de leur fonction, donc vous êtes un peu suspendus, mais vous allez continuer à bénéficier de vos avantages sociaux, c'est ça l'ordonnance. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Vous savez, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas suspendu les mandats des députés. Il n'y a personne au monde qui peut suspendre le mandat des députés. Le mandat des députés, c'est un mandat constitutionnel qui est réparti dans un temps. Le mandat est de 5 ans pour un député, pour un président de la République, pour un député national, pour un sénateur. C'est 5 ans. C'est ça ce que dit la loi. Et personne ne peut suspendre ces mandats-là. C'est pour cela que vous me trouvez toujours ici, au bureau, en train de travailler. Je suis en train de recevoir les doléances de la population. Je les fais parvenir au gouverneur militaire à travers une correspondance. Là, je suis en train de jouer mon rôle de représentation. Ce qu'on a suspendu, c'est plutôt les activités de l'Assemblée provinciale. L'activité de l'Assemblée provinciale dans laquelle nous jouons le rôle du contrôle au niveau de l'exécutif, là, nous ne pouvons pas contrôler les gouverneurs militaires. Des deux, nous ne pouvons pas faire une loi aujourd'hui parce que les activités de l'Assemblée provinciale sont suspendues. Mais ce qui est sûr, c'est que la représentation est là-bas. Parce qu'il n'y a pas... La Constitution dit que les mandats des députés peuvent finir soit par le décès, soit par les validations, soit par l'organisation d'autres élections qui amènent d'autres personnes à la place de député. Mais jusqu'à présent, je suis en train de jouer le rôle de représentation. Je représente la population. Et lorsqu'il y a une difficulté, comme je vous dis, pendant l'état de siège, je viens de faire 15 correspondances au gouverneur militaire dans lesquelles je suis en train de présenter les problèmes de la population et je présente je propose des solutions à ces problèmes. Je suis en train de jouer mon rôle comme représentant du peuple, même si l'Assemblée provinciale est suspendue. Quant à ce qui concerne le social des députés, en tout cas, c'est regrettable. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous ne savons pas que l'état de siège est venu rien que pour ridiculiser les députés. Donc, avoir les carburants, c'est un problème. Payer le loyer, c'est un problème. Nos enfants au niveau de l'école, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on ne nous paye pas. Je venais d'écrire aujourd'hui un petit article par rapport aux rétrocessions que nous devrions avoir de Kinshasa. Je venais d'écrire, je venais de fustiger le fait que nous sommes en 15 mois impayés sur les 27 mois que nous venons de faire ici. Et puis la façon dont on nous paye, ce n'est pas normal. On nous paye autour de 930 francs, alors qu'au niveau du marché, le taux est de 2030, 2040, 2050 francs congolais. Donc il y a un problème très sérieux, malgré que ce n'est pas une situation liée à l'état de siège, même avant que l'état de siège n'arrive, on ne nous paye pas. Donc c'est un problème qui est très sérieux. Nous sommes là, on nous met en sursis, mais on n'arrive même pas à nous payer nos droits. Donc c'est regrettable par rapport à ce qui se passe. L'ordonnance n'est pas respectée presque à tous les points.
On est là, mais on va continuer à parler, on doit continuer à exprimer ce que nous pensons parce que la Constitution ne nous l'interdit pas, même l'ordonnance ne nous interdit pas, mais nous devons continuer à parler et à montrer ce qui ne va pas et à applaudir ce qui va. Ce qui est sûr, c'est que nous devons trouver une solution vite, le plus vite possible à ce qui se passe dans notre province sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan développement. Honorable Matofali, question de curiosité. Comment vous, député, vous ne parvenez pas à décrocher votre droit et comment vous allez quand même défendre cette population-là? Parce que 15 mois impayés, c'est un peu horrible. Vous ne parvenez pas à avoir votre droit. Vous savez, les députés, avant d'être élus, nous sommes élus pour défendre la cause de la population. Notre cause s'inclut également dans les droits des populations parce que nous aussi nous faisons partie de cette population. Mais nous ne devons pas mettre nos droits avant toute chose. On ne doit pas mettre nos droits avant toute chose. La population a besoin des hôpitaux, la population a besoin des soins, la population a besoin de l'eau, la population a besoin de la sécurité et de la paix, la population a besoin des routes, la population a besoin... Ce sont là les choses dont nous sommes venus défendre. Mais cela n'empêche pas que nous puissions aussi exprimer le besoin de voir nos droits respectés. Nous devons être payés, nous devons le dire, mais je vous dis, nous ne pouvons pas mettre ça au premier plan. Voilà pourquoi nous continuons à défendre la population, même si nous ne sommes pas payés. Nous devons le faire parce que nous avons un mandat dans lequel nous avons dit, nous allons défendre vos intérêts, nous allons défendre vos droits. C'est à cause de cela que nous continuons à le faire, même si nous ne sommes pas payés. Mais cela ne peut pas nous empêcher aussi de réclamer nos droits. Nous avons des députés nationaux, nous avons des sénateurs qui représentent la province, qui doivent plaider aussi à notre cas, par exemple, les rétrocessions. Je l'ai dit dans mon article que ça fait 15 mois que les provinces ne reçoivent pas de rétrocessions, alors que la province Nord Kivu, dans le cadre du trésor public, nous produisons plus de 10 millions chaque mois, 10 millions de dollars chaque mois dans le trésor public. Mais nous rétrocéder même 500 000, même 1 million de dollars, c'est tout un problème. Alors ça frustre, ça nous dérange, la population a besoin des choses et nous devons être payés, mais on ne rétrocède pas l'argent que nous avons produit. Tout est consommé à Kinshasa. Tout est consommé à Kinshasa et nous sommes des victimes maintenant alors que tout se consomme à Kinshasa. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que nous devons quand même réfléchir à une bonne gestion. Vous savez, une bonne gestion, ça montre qu'on doit répartir équitablement les recettes. Nous devons voir comment rétrocéder les ressources, ce qui a été produit par exemple au niveau. C'est pour cela que la Constitution a mis directement un article dans ce sens. Il dit la province doit retenir 40% de ses productions. Mais malheureusement, Kinshasa fait tout pour bloquer ça. Et nous sommes victimes de ça. Alors nous devons continuer à nous battre. Vous savez, la décentralisation, c'est un combat. C'est un combat. Nous devons nous battre avec le gouvernement central pour avoir nos droits. Nous croyons que nous devons avoir des gouverneurs qui sont forts. Nous devons avoir des assemblées provinciales fortes pour décrocher les droits, mais aussi les charges que nous devons au niveau des provinces. Honorable, apparemment, vous êtes en train de violer la Constitution parce qu'il est dit que la retenue doit se faire à la source. Mais vous envoyez tout à Kinshasa, mais dans l'entretemps, vous pleurnichez entre guillemets. Pourquoi ne pas retenir l'argent à la source comme il est dit clairement dans la Constitution? Donc vous violez aussi la Constitution. Oui, vous avez pleinement raison. Une fois avant, quand nous avions fait 5 mois au pouvoir, j'ai saisi le gouverneur de province, l'honorable Karlik Nzanzula Sivita. Je lui ai dit, monsieur le gouverneur, nous ne pouvons pas continuer à pleurnicher alors que nous avons tous les pouvoirs de le faire. Je me souviens un moment au Katanga, le président, l'ancien gouverneur de province Moïse Katumbi avait fait pression au gouvernement central et il est arrivé à quelque chose. Donc vous savez, nous devons avoir des courageux qui prennent de telles décisions. Pour l'intérêt de la population. Mais malheureusement, je vous dis que c'est rare. La correspondance adressée au gouverneur de province est restée lettre morte jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, moi, en tant que député provincial, je ne peux pas aller à la banque centrale. Je dis, bon, l'argent ne doit pas partir. Non. Mais le gouverneur de province, lui, oui, peut le faire.
Donc c'est la politique qui est en train de primer sur l'administration. Malheureusement. Et c'est ça le comble au niveau de la RDC, puisque les politiciens sont forts plus que l'administration. Ailleurs, aux États-Unis, le président peut prendre une décision que l'administration peut casser facilement. Malheureusement, en RDC, ça n'arrive pas, parce qu'il y a les politiques qui sont forts plus que l'administration. Alors, il faudra qu'on arrive à un moment où l'administration sera forte et où les politiques seront vraiment inférieurs. Et là, nous dirions qu'il y a la loi qui prime sur tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas au niveau du pays. On est entré, on fait quelque chose, rien que pour protéger ses intérêts. Malheureusement, ça n'aide pas la population à retrouver ses droits. Honorable Promesse Matofali, on change de registre. Ça sera notre dernier sujet. On parle de ensemble pour la République, votre parti politique. Je crois que vous en faites partie. Vous êtes encore membre de l'Union Sacrée ou bien vous avez claqué la porte? Merci bien. Nous sommes membres de l'Union Sacrée. Nous sommes des acteurs et nous ne regrettons pas d'avoir fait ça. Vous savez, lorsqu'on fait quelque chose, on le fait pour l'intérêt général. On ne le fait pas pour l'intérêt individuel. Et après les élections qui ont bâclé en 2018-2019, vous savez ce qui s'est passé avec les élections. Il y a eu un candidat comme de l'opposition, Martin Fayoulou, que nous avons cru qu'il a gagné les élections selon les résultats que nous avons récoltés au niveau du pays. Mais la CENI a proclamé M. Félix Tshisekedi comme le gagnant. Et la Cour constitutionnelle a confirmé que vraiment c'est Félix Tshisekedi qui a gagné. Et nous, au niveau du mouvement Ensemble pour le changement, notre plateforme électorale, nous avons pris acte de la Cour constitutionnelle. Nous sommes toujours dans l'Union Sacrée. Et nous ne regrettons pas d'avoir adhéré à l'Union Sacrée. D'abord, la première chose, c'est que on ne voulait plus la brise du FCC sur les institutions de ces pays. Le président Tshisekedi avait fustigé le fait que les FCC lui barraient la route. Et il a fait appel à toutes les forces du changement du pays de lui venir en aide. Le mouvement Ensemble pour le changement, à travers son président Moïse Katumbi, est allé à Kinshasa et il a rencontré le chef de l'État et il a promis de soutenir. Et nous l'avons fait en âme et conscience, en voulant aider le pays à évoluer, que de rester statique avec les FCC. Nous l'avons fait pour l'intérêt du pays et on ne regrette pas de l'avoir fait. Mais aujourd'hui, il y a des actes qui veulent nous ramener en arrière. Vous savez, nous avons eu notre candidat Moïse Katumbi qui n'a pas participé aux élections parce que les FCC l'a voulu. Les FCC a utilisé l'armée, la police, les services de renseignement pour empêcher notre candidat Moïse Katumbi à être candidat. Et nous l'avons dit, en tout cas, ce n'est pas à cause de Moïse Katumbi que les élections ne devaient pas avoir lieu, parce que nous, on se battait pour l'alternance. Moïse a accepté de ne pas être candidat, mais a apporté son soutien matériel, financier, qui mène à M. Fayoulou, qui a gagné les élections d'après nous, d'après les données que nous avons. Malheureusement, la CENI a dit le contraire, mais aussi la Cour constitutionnelle. Voilà pourquoi nous ne regrettons pas aujourd'hui d'avoir adhéré à l'Union Sacrée qui a libéré le président Tshisekedi des mains du FCC. Malheureusement, les actes aujourd'hui posés par l'UDPS et certains amis, il y a d'abord la loi qui veut exclure certains Congolais à devenir président de la République. Et lorsque les gens veulent se battre contre cet acte,
Maintenant, il y a des arrestations arbitraires, il y a des menaces, des morts, il y a des menaces contre les acteurs politiques des Assemblées pour la République. Et nous nous disons, nous n'allons pas cautionner ça. Notre parti politique a dit clairement qu'il y a la ligne rouge à ne pas franchir. C'est déjà franchi? Pas encore. La première, c'est de voir cette loi mettre ou bien programmée par l'Assemblée nationale. Une fois programmée, ça sera la ligne rouge que nous n'allons pas franchir. Est-ce qu'Ensemble n'est pas en train d'intimider le bureau de l'Assemblée nationale et de faire bien son travail? Non, on n'intimide personne. Nous nous disons que nous ne pouvons pas accepter qu'une loi discriminatoire puisse être programmée. Voilà, vous avez adhéré à l'Union sacrée pour sauver le pays, pour une cause commune, pas pour défendre une personne. Mais aujourd'hui, vous donnez l'impression de défendre Moïse Katumbi et non défendre les Congolais en général. Non, ça c'est mal nous comprendre. Nous disons que nous n'allons pas accepter qu'un Congolais, Moïse soit-il, d'être empêché de jouir de ses droits politiques et économiques dans ces pays. Ça, nous n'allons pas accepter. Ce n'est pas seulement Moïse Katumbi. Il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas de parents, tous Congolais. Mais nous n'allons pas les empêcher. Où est la faute de Moïse Katumbi d'avoir été le fils d'un Congolais, d'une Congolaise et d'un papa étranger? Où est sa faute? Et alors, où est la faute à un Congolais qui voulait verrouiller les fonctions de souveraineté à ceux-là qui n'ont pas les deux parents congolais? C'est ça ce que nous appelons une égalité sociale. Et que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Il n'y a pas un Congolais né à Moussienene, un Congolais né à Kinshasa. Bientôt, on va commencer à dire non, tous ceux qui ne sont pas nés à Kinshasa ne peuvent pas devenir président de la République. Avec de telles réflexions, voilà là où nous allons. Bientôt, au niveau des provinces, il y aura des inégalités. On va dire non, toi tu n'étais pas né au Nord Kivu, tu ne peux pas devenir ministre, tu ne peux pas devenir député, tu ne peux pas devenir gouverneur de province parce que tu n'es pas de la province. Est-ce qu'aux États-Unis, on peut devenir président une fois vous n'êtes pas né aux États-Unis sur le sol américain? Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et puis, je ne vois pas un Américain, né même en France, qui est américain, qu'on peut empêcher de devenir président de la République. Et Schwarzenegger, qu'on est en train de citer, apparemment, c'est parce qu'il n'était pas né aux États-Unis, mais il est de père et de mère américain. On lui a interdit parce qu'il n'était pas né aux États-Unis. C'est ce que je vous dis. Donc, les problèmes que nous avons, nous ne devrions pas réfléchir sur ce point. On doit réfléchir comment trouver la solution à ce qui se passe à Beni. On doit réfléchir comment payer les députés qui sont à 15 mois impayés. On doit songer comment améliorer les salaires des enseignants. On doit songer comment améliorer les salaires des médecins. On doit réfléchir comment améliorer les salaires des militaires, des policiers, des agents de l'ANR. Donc, on doit réfléchir comment avoir de beaux hôpitaux. On doit réfléchir comment avoir de bonnes écoles. On doit réfléchir comment avoir. Donc, nous avons beaucoup de problèmes. Ça ne devait vraiment pas nous préoccuper. Pour vous, honorable député, ce qui pose problème, ce n'est pas la loi, mais ce n'est pas une priorité pour le moment. Mais ce n'est pas prioritaire. Nous avons beaucoup de problèmes que nous devons régler au pays. Ça, en tout cas, ça devait revenir quand nous serons vraiment satisfaits. Voilà, une question directe. Est-ce qu'on peut penser à une coalition entre Kabila et Katumbi aujourd'hui? Bon, je ne sais pas m'exprimer aujourd'hui une coalition entre Kabila et Katumbi. Nous voulons avoir une coalition avec tous les Congolais qui vont défendre les droits des Congolais. Même avec Joseph Kabila qui a failli tirer le troisième penalty? Je vous dis, on l'a empêché. Ça, c'est déjà dépassé, c'est l'histoire. Kabila n'est plus au pouvoir aujourd'hui. C'est lui qui voulait avoir un troisième
faux penalty, il est déjà écarté, c'est déjà l'histoire. Aujourd'hui, nous devons maintenant voir comment améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est possible de créer une majorité avec lui aujourd'hui? Je vous dis, ce n'est pas un problème pour moi parce qu'il n'est plus un obstacle pour le développement du pays. Kabila maintenant, lui, il est à côté. Nous avons Félix Tshisekedi qui doit améliorer les conditions des Congolais. S'il n'est pas à la hauteur, nous devons aussi l'écarter et mettre notre Congolais qui va travailler. Donc aujourd'hui, notre combat, ce n'était pas un combat contre Kabila. Nous faisions un combat contre le système Kabila qui avait déjà mis le pays à genoux. Et comme ils sont déjà des côtés, les Chadari, les Lambert Mende, tous les autres sont déjà à côté. Maintenant, nous avons de nouvelles figures. Nous avons le président Tshisekedi, nous avons le président Bosso, nous avons le président Bahati Lukwebo et beaucoup d'autres. Et moi aussi, aujourd'hui, je suis député. Il y avait d'autres députés avant moi. Donc, nous voulons les changements. Nous voulons le changement. Kabila, c'est un système qui est déjà des côtés. Nous avons maintenant le système de Tshisekedi et tous les autres qui sont en train de diriger. Nous voulons que la loi soit respectée. Nous voulons que tous les droits des Congolais soient respectés. Nous voulons voir le pays évoluer. Nous voulons voir l'opposition s'organiser. Nous voulons avoir un pays où l'intérêt de la population doit primer. Donc, nous ne devons pas réfléchir sur celui-là est venu d'où, celui-là est pygmée, celui-là est Mounande, celui-là est Hutu, celui-là est Mongala, celui-là est né de... Non, quand même. Vous voulez même savoir ce que moi j'ai mangé chez moi pour devenir président de la République? Dernière question, honorable. Dernière question, celle de savoir, vous êtes prêt aujourd'hui à partager le bilan avec l'UDPS parce que vous avez géré ensemble au sein de l'Union Sacrée? Le bilan de 2018-2023, c'est le bilan de l'UDPS. Il n'y a pas un bilan de coalition. Non. Nous n'allons pas partager le bilan de l'UDPS. Non. C'est comme ceux qui sont aussi à province Nord Kivu avec la coalition qui était jadis là avant l'état de siège. Vous n'allez pas demander un autre bilan à quelqu'un d'autre. Le bilan qui est là, c'est le bilan du BIREC et les FCC. Ça, c'est leur bilan. Le bilan 2018-2023, c'est le bilan de l'UDPS. L'UDPS doit défendre son bilan. Il ne faut pas dire non, il y avait aussi Moïse Katumbi qui a donné autant de ministres. Non, si vous le voulez bien, vous pourriez prendre tous vos ministères, ce n'est pas un problème. Mais parce que vous n'avez pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez fait une coalition, mais c'est votre programme qui est à la une. Ce n'est pas le programme d'Assemblée. Nous avons notre programme d'Assemblée que nous allons bientôt présenter aux électeurs pour que notre programme puisse passer. Nous voulons avoir la majorité à l'Assemblée nationale, nous voulons avoir un président de la République, nous voulons avoir tous les gouverneurs aussi au sein du pays avec notre programme. C'est pour cela que notre programme qui bientôt là sera actualisé encore, amélioré davantage pour bien diriger ces pays. Donc le bilan là, c'est le bilan de l'UDPS. Est-ce qu'ensemble, là, un autre candidat par Moïse Katumbi? Nous en avons beaucoup, même moi je suis le candidat d'Assemblée. Vous croyez qu'Assemblée c'est Moïse Katumbi? Non, Assemblée c'est beaucoup d'acteurs. Même moi, si ce n'est pas Moïse Katumbi qui sera candidat, si les partis décident que c'est Promesse Matofal qui devient notre candidat président, je suis là, mais quand même vous me trouvez à la hauteur. Donc, il ne fallait pas croire que Assemblée c'est Moïse Katumbi. Mais c'est lui notre guide, c'est lui notre président. Et nous allons faire les congrès avant les élections de 2023. Si on décide que c'est lui le candidat, il sera candidat. Si on décide que c'est Matofali qui devient candidat, je vous dis, Assemblée, c'est une machine qui est organisée et qui va prouver de quoi elle est capable d'ici à 2023. 30 secondes pour un message de paix, parce que jusque-là, je vois, il y a ensemble l'UDPS qui se poignardent les uns les autres. Un message de paix et ça sera tout. Ce qui est important aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas encore aux élections, ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous devons réfléchir comment améliorer les quotidiens de la population. Et comment améliorer ça? Je vous dis, nous devons trouver des bonnes solutions aux problèmes auxquels
font face les populations. Par exemple, nous devons sécuriser la province de Nord Kivu. Et pour sécuriser la province de Nord Kivu, nous devons voir les problèmes là où se situent. À Beni, on massacre les gens tous les jours. Nous devons amener des routes au niveau de la province de Nord Kivu, au niveau du pays. Nous devons payer les fonctionnaires de l'État et au taux du marché. Nous devons améliorer les salaires des gens. Nous devons diversifier l'économie du pays. Nous devons désenclaver les pays. Je vous dis, il y a beaucoup de problèmes que nous devons faire avant de réfléchir à 2023. Ce qui est important, c'est de trouver d'abord la solution au problème de la population. C'est ça l'important. Honorable Commerce Matofali, Jacques Kibuka vous dit merci. Merci beaucoup, messieurs les journalistes.